La dernière nouvelle concerne Joe Kent, le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Il a démissionné pour protester contre la guerre imposée à l'Iran, déclarant « Je ne peux pas, en toute conscience, soutenir la guerre en cours en Iran. » L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Donald Trump a également réagi, évoquant ce qui s'est passé et ce qu'il pense de la démission de Joe Kent. Voici ce qu'il a dit. Votre directeur du contre-terrorisme national, Joe Kent, vient de démissionner aujourd'hui. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas soutenir votre conflit avec l'Iran. Quelle est votre réaction à cela? Eh bien, j'ai lu sa déclaration. J'ai toujours pensé que c'était un type sympa, mais j'ai toujours trouvé qu'il était faible sur la sécurité, très faible sur la sécurité. Je ne le connaissais pas bien, mais il avait l'air plutôt sympathique. Mais quand j'ai lu sa déclaration, j'ai compris que c'était une bonne chose qu'il soit parti, parce qu'il a dit que l'Iran n'était pas une menace. L'Iran était une menace. Tous les pays ont compris à quel point l'Iran représentait une menace. La question était de savoir s'ils voulaient ou non faire quelque chose à ce sujet. Et beaucoup de gens, parmi les plus grands experts militaires, disent depuis des années que les présidents auraient dû éliminer l'Iran parce qu'ils voulaient une arme nucléaire. Si nous n'avions pas mené l'attaque, ou je vais aller plus loin, si je n'avais pas mis fin à l'accord nucléaire iranien, l'un des pires accords jamais conclus par Barack Hussein Obama. Vous vous souvenez quand ils ont envoyé des Boeing 757 là-bas remplis d'argent liquide? Oui. Tu as la lettre sous les yeux? Tu as la lettre de Joe Kent sous les yeux? Oui. Lis à peu près le 3e paragraphe en partant du bas, celui qui parle de sa femme. Laisse-moi juste le retrouver ici. Oui, il parle du fait que sa femme a disparu en Syrie. Oui, qu'elle a été tuée en Syrie. Et c'est pour ça qu'il déteste la guerre, qu'il ressent tout cela à propos de ces guerres sans fin au Moyen-Orient. Et tu connaissais déjà Joe Kent. Joe Kent était vraiment une figure emblématique du mouvement MAGA. C'était une véritable bête du MAGA. Et le voir faire cela, un peu comme Charlie Kirk ayant, tu sais, son épiphanie à propos d'Israël, est remarquable, car il était un chien d'attaque pour le MAGA. C'est pour cela qu'ils l'ont placé dans le poste qu'il occupait. Et les remarques de Trump à ce sujet étaient tout simplement stupides. Vraiment stupides. Tout le monde sait que Donald Trump et Joe Kent étaient assez proches, mais il ne l'aurait pas nommé à la tête du centre de contre-terrorisme s'il ne l'avait pas été. Donc, ce revirement et cette expression de, tu sais, douleur causée par la perte de sa femme, me dit que Joe Kent a eu sa propre véritable épiphanie sur ce qu'est réellement cette guerre et sur ce qu'était vraiment la Syrie. Parce que c'est bien ce qu'il dit. Et tout ce que Trump a fait en ce qui concerne cette région, et d'ailleurs en ce qui concerne aussi l'Ukraine, le Venezuela, potentiellement Cuba, et même la menace envers le Groenland, c'est Donald Trump. C'est Donald Trump. En d'autres termes, il est pire que n'importe lequel des pires empereurs du déclin de l'Empire romain d'Occident que nous pensons si bien connaître, que ce soit Caligula, Néron ou d'autres qui étaient plus ou moins au bas de l'échelle. Trump est pire. Et c'est ce que dit Joe Kent. Charlie Kirk l'a dit à propos du lien avec Israël. Maintenant, Joe Kent l'a dit à propos de Donald Trump. Vous attendez-vous à ce que Tulsi Gabbard fasse quelque chose? Je pensais à ça ce matin. Qui sera le prochain? Ce doit être Tulsi. Elle doit absolument faire quelque chose pour ressusciter son avenir. Ce n'est pas une femme stupide, c'est une femme intelligente, une bonne politicienne.
Elle avait bien compris le JCPOA après l'avoir étudié attentivement. Elle en savait plus que moi quand je suis venu lui faire un exposé. J'ai interrompu la séance, j'étais venu avec 3 experts, dont Trita Parsi, et j'ai dit « Madame, Congresswoman, nous n'avons pas besoin de vous faire perdre votre temps. Vous en savez plus que nous. Tout ce que nous allons faire, c'est conclure cette séance, quitter votre bureau et vous demander d'être avec nous plutôt que contre nous. » Et elle a répondu « Je prendrai ma décision. J'étudie encore la question. » Elle doit donc se reconstruire. Elle a beaucoup de potentiel. Elle est encore jeune. Mais si elle reste sur ce navire jusqu'à ce qu'il coule, elle est finie. Tout le programme, Larry, s'effondre d'une certaine manière. Non seulement parce que, tu sais, on voit que les Européens ne sont pas très intéressés à s'impliquer dans une offensive contre l'Iran. Cela montre qu'il se passe quelque chose, non seulement aux États-Unis, mais aussi en dehors des États-Unis. Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas dire que les Européens n'ont pas été impliqués. Depuis le premier jour, ils essaient d'aider les États-Unis sur le plan défensif, et ils ont tenté de défendre Israël. Mais ils ne sont pas très enclins à participer à cet effort offensif. Ils considèrent cela comme une ligne rouge, si l'on peut dire ainsi. Tout le concept, toute la rhétorique s'effondre. Et on peut voir qui fait partie de l'establishment et qui n'en fait pas partie. Par exemple, Mike Johnson est intervenu aujourd'hui en défendant totalement Donald Trump. Et voici ce qu'il a dit, Larry. Oui. Concernant le groupe des Oui, j'ai reçu tous les briefings. Nous avions tous compris qu'il existait clairement une menace imminente, que l'Iran était très proche d'enrichir ses capacités nucléaires et qu'il construisait des missiles à un rythme que personne dans la région ne pouvait suivre. Il dépassait largement nos alliés, nos amis et nous-mêmes en matière de capacité de défense, même si nous avions du personnel, des installations, des membres des forces armées et des civils dans la région. L'Iran développait des missiles balistiques à une vitesse fulgurante et nous savions que leur plan était de les tirer sur des Américains. Le commandant en chef et son administration ont dû prendre une décision extrêmement difficile. Je ne sais pas d'où Joe Kent tire ces informations, mais il n'était clairement pas présent à ces réunions d'information, car le secrétaire d'État, le secrétaire à la guerre, tout le monde, les chefs d'état-major interarmés, le général Kane, disposaient d'un renseignement d'une précision exceptionnelle. Nous avons donc compris qu'il s'agissait d'un moment critique pour nous. Si le président avait attendu, je suis personnellement convaincu que nous aurions subi de lourdes pertes parmi les Américains, militaires et civils, et que nos installations auraient été gravement endommagées. Nous devions donc agir. Le président estimait qu'il devait frapper le premier pour éviter ces pertes massives. Voilà le résumé. Je ne peux pas vous révéler la partie classifiée, mais c'est la version publique et elle est exacte. Laissez-moi simplement vous dire ce qu'il n'a pas dit. Voici ce que Johnson aurait dit s'il avait été honnête et libre de ses mots. Peut-être au début, peut-être au milieu, peut-être à la fin. Nous sommes du côté de Dieu. Nous sommes du côté de Jésus-Christ. Et nous allons triompher, car il est temps que Jésus redescende. Il est temps pour l'Armageddon. Il est temps pour la fin des temps. C'est ce que Mike Johnson aurait dit s'il ne pensait pas que ce serait politiquement mauvais de le dire depuis le pupitre du président. Parce que c'est Mike Johnson. Sinon, c'était surtout des mensonges. Otherwise, it was mostly lies. There wasn't consensus. Il n'y avait pas de consensus. Je n'ai plus aucun doute à ce sujet maintenant, après avoir examiné la question plus en profondeur. Il n'y avait pas de consensus. Et bien sûr, Kane, s'il n'a pas déconseillé l'opération, il a donné suffisamment d'informations pour que n'importe quel commandant en chef, doté d'un minimum de bon sens, se dise « Peut-être que je ne vais pas m'engager là-dedans » et décroche le téléphone pour appeler Bibi Netanyahou
et lui dire d'arrêter immédiatement, parce qu'il ne le soutiendrait pas. Parce que Bibi n'y serait pas allé si le président avait tapé du poing sur la table et le lui avait dit « Johnson ment effrontément. Il ment effrontément. » La façon dont il parle, son point de vue, est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont sortis voter pour Donald Trump. Ils pensaient que Donald Trump serait différent, mais maintenant, ils voient qu'il est pareil. Et ces personnes comme Joe Kent et Tucker Carlson Ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés de leur propre peuple, si l'on peut dire, parce qu'ils se sont laissés berner par beaucoup de gens qui avançaient des arguments auxquels ils étaient sensibles. Bon sang, moi aussi je suis sensible à certains de ces arguments. Je comprends l'argument selon lequel nous n'avons pas besoin de faire des guerres au Moyen-Orient, des guerres stupides comme en Irak, en Syrie, en Libye, en Afghanistan, et ainsi de suite. C'est ce que Trump disait, et c'est ce qui les a attirés vers lui. Il suffit de revoir ses déclarations. J'aurais aimé que Johnson et Bibi Netanyahou sur l'écran de droite pendant qu'ils parlaient, là où Bibi répète encore et encore depuis 20 ans que l'Iran va avoir une arme nucléaire dans une semaine ou deux. L'Iran va avoir une arme nucléaire l'année prochaine. L'Iran en est à 90% d'enrichissement. Ils en auront une nouvelle. Combien de fois Bibi a-t-il dit ça? Et Johnson disait exactement la même chose. Tout cela est une absurdité fabriquée de toutes pièces pour soutenir un président qui s'est complètement renié sur son principe fondamental en matière de sécurité nationale. Plus de guerres stupides. Vous m'avez écouté, les gens. Et surtout, plus de guerres stupides au Moyen-Orient. C'est ce qu'il a répété sans cesse. C'est pour ça qu'ils ont voté pour lui, beaucoup d'entre eux. C'est pour ça qu'ils ont voté. Maintenant, il est en train de les perdre. Il les perd si vite qu'on dirait des rats quittant un navire en train de couler. Et Johnson va rester là jusqu'à ce que le navire sombre, parce que Johnson croit que ce sont les temps de la fin. Il croit que Dieu dirige cette guerre. Larry, que veut Donald Trump des Européens et des alliés de l'OTAN quand il dit qu'il ne nous aide pas? Voici Donald Trump en train de critiquer les Européens. Tous les alliés de l'OTAN étaient d'accord avec nous, mais ils ne veulent pas le montrer, malgré le fait que nous les aidions énormément. Nous avons des milliers de soldats dans différents pays à travers le monde et ils ne veulent pas nous aider, ce qui est incroyable, vraiment incroyable. Je n'ai pas exercé de pression maximale parce que je pense que si je l'avais fait, ils l'auraient probablement fait. Mais nous n'avons pas besoin d'aide. Cette guerre est menée depuis longtemps, à mon avis, presque depuis le premier jour. Nous avons éliminé beaucoup de ces éléments. Nous avons pratiquement anéanti la marine en quelques jours. Ils n'ont pas de marine digne de ce nom, donc il a anéanti une marine qu'ils n'ont même pas. Il a détruit une force aérienne tellement vieille qu'elle ne pouvait même plus voler. La seule chose qu'ils ont, Amy, la seule chose qu'ils ont, ce sont des missiles balistiques, et ils en ont beaucoup. Et tu sais, Churchill, on cite toujours Churchill pour tout ce qui a jamais été dit dans le monde. Mais Churchill a dit que la seule chose pire que d'avoir des alliés, c'est de ne pas en avoir. Donald, tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'école militaire, tu dois apprendre ce que ça signifie de ne pas avoir d'alliés. Et il est en train de les perdre, il les perd rapidement. Et il les perd parce qu'ils ne veulent pas faire des choses stupides comme lui. Et dans un cas au moins, le dirigeant espagnol, il les perd parce que ce type a un sens de l'éthique et de la moralité. Et au fait, saviez-vous que 2 autres pays se sont joints à la procédure contre Israël devant la Cour? 2 autres pays. Je pense qu'avant que tout cela soit terminé,
Nous aurons entre 30 et 40 pays qui se joindront à la demande de l'Afrique du Sud auprès de la Cour pour poursuivre Bibi Netanyahou. Et il y a de plus en plus de pays à chaque fois, de sorte que s'il entre dans l'un de ces pays, il est immédiatement arrêté. Penses-tu que... Enfin, tu sais, je parle de Joe Kent. Est-ce qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas en ce qui concerne les pertes ou ce qui s'est passé jusqu'à présent? Parce que, d'une certaine manière, quand il critique ce qui s'est passé en Syrie, cela montre qu'il se soucie aussi des vies américaines. Oui, Et ce n'est pas seulement à ce sujet. Que diffuse l'administration Trump? Ils affirment qu'il y a eu 6 ou 7 victimes. Mais il y a eu aujourd'hui une interview sur Press TV avec un haut responsable du renseignement iranien et il a déclaré que les États-Unis avaient récemment subi plus de 3200 pertes, ainsi que des pertes d'équipements considérables au cours de la première semaine de la guerre. Et vous savez, les deux versions ne concordent pas. Les deux images ne correspondent pas. Beaucoup d'entre nous se demandent donc, est-il possible que Donald Trump cache quelque chose? eh bien, je sais qu'il cache des pertes. Je ne sais pas s'il sait qu'il cache des pertes, parce que les gens ont peur de lui dire la vérité, surtout si c'est une vérité désagréable. Ils ne veulent pas le lui dire, et l'armée ne fait pas exception à cela. Elle ne le lui dira pas non plus. Et revenons un instant en arrière pour dire que, peu importe où l'on regarde dans l'histoire de l'Amérique, même en remontant jusqu'à George Washington et la guerre d'indépendance, c'était moins le cas à cette époque, car Washington était probablement l'un des commandants militaires les plus intègres et éthiques que nous ayons jamais eus. L'Amérique a menti sur ses pertes pendant les guerres. Nous avons menti en Corée. Nous avons menti au Vietnam. Nous avons menti pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons menti pendant la Première Guerre mondiale. Wilson était un menteur invétéré. Nous ne disons jamais au peuple américain le coût réel de nos décisions d'entrer en guerre avant bien longtemps après la fin du conflit. Prenez la contre-offensive allemande dans les Ardennes, où nous avons perdu 78 000 hommes en moins de 4 semaines. Cela représente plus de pertes que le général MacArthur n'en a subi pendant toute la guerre dans le Pacifique et le théâtre du Pacifique Sud-Ouest dont il avait la responsabilité. Et nous n'en avons parlé à personne. Nous ne l'avons pas dit au peuple américain. L'information n'est pas remontée immédiatement. Donc oui, il se passe beaucoup de choses, mais je ne sais pas si Trump agit ainsi intentionnellement ou s'il est simplement mal informé. Je ne connais pas le chiffre total, mais non, il dépasse largement la centaine. Je ne pense pas non plus que les chiffres de l'Iran soient très exacts. Il n'y a tout simplement aucun moyen de les vérifier, car il y a un tel verrouillage de l'information réelle, à commencer par le verrouillage principal, Bibi Netanyahou. Par exemple, je pense que les pertes en Israël sont assez importantes. Mais il ne rapporte rien. Et les journaux, même Haaretz, disent des choses comme « Eh bien, un Israélien a été tué aujourd'hui en traversant la rue » ou « Un Israélien a été blessé, mais il ne l'a pas été grièvement, elle ne l'a pas été grièvement, peu importe. » Une écolière a été touchée par un éclat d'obus provenant d'un drone qu'Iron Dome avait abattu. C'est ainsi qu'ils décrivent leurs pertes. Mais je sais qu'ils ont plus de pertes que cela. Par exemple, 25 à 30% des plus de 90 000 réservistes rappelés ne se sont pas présentés. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ne voulaient pas aller au Liban. Donc les mensonges traversent toute cette affaire et ils sont là depuis le début. Nous avons menti sur la diplomatie. Nous avons menti sur la guerre. Nous avons menti sur les pertes. Nous mentons sur la capacité de l'Iran à nous résister. Juste le président qui dit « nous avons détruit leur marine ».
D'accord. Quelle marine? Quel bateau avez-vous détruit? Vous avez détruit quelques petits bateaux. Oui, quelques petits bateaux. D'accord, vous en avez torpillé un en violation du droit international. Il se trouvait dans les eaux internationales revenant d'un exercice avec l'Inde. Vous l'avez torpillé. Oh, voilà un autre crime de guerre à ajouter à notre actif. Je ne sais pas comment interpréter cette administration en ce qui concerne la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Ils ont bâti leur existence sur le mensonge. Donc il est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe. Nous savons par exemple que l'hôpital de Landstuhl en Allemagne, parce que nous avons des gens sur place, et même la presse en a parlé, a demandé aux femmes enceintes de partir. On a dit aux civils en général de partir. Normalement, cet endroit sert la communauté locale. Il dispose d'une capacité de traitement assez importante pour la partie centrale de l'Europe, afin d'évacuer les blessés vers l'Amérique ou ailleurs, là où ils doivent aller pour être soignés. Nous savons qu'ils ont interrompu les soins civils, et nous savons que des blessés arrivent à Landstuhl. Mais nous ne savons pas encore combien, et personne n'est là pour les compter à leur arrivée. Mais nous savons qu'ils arrivent. Et nous savons par exemple que l'Iran a très soigneusement, méticuleusement, même, neutralisé 4 ou 5 des radars les plus importants dans des pays voisins. Et lorsqu'ils ont détruit ces radars, il y a eu des victimes. Ces radars valent entre 200 et 300 millions de dollars. L'un d'eux, d'après ce que j'ai compris, valait un demi-milliard de dollars. 500 millions. Ils les ont tous détruits avec des drones et des missiles, et ils nous ont aveuglés dans cette capacité pendant un certain temps. Et comme je l'ai dit, il y a eu des victimes sur chacun de ces sites lorsqu'ils les ont détruits. Nous savons que l'ambassade à Bagdad a été touchée à l'intérieur de la zone verte, mais nous ne connaissons pas le nombre de victimes. Rubio cache cela, alors comment saurez-vous jamais quel est le véritable nombre de victimes? Mais nous savons déjà qu'il y a eu d'importantes pertes, tant civiles que militaires. Lindsey Graham affirme que le refus de l'Europe de fournir une aide aux États-Unis dans la guerre contre l'Iran aura des conséquences vastes et profondes, parce que Donald Trump est plus en colère que jamais. Larry, laissez-moi vous poser la question, puisque vous n'avez pas eu le temps d'y répondre avec cet extrait. Qu'attendent-ils de l'Europe? De quoi l'Europe est-elle capable que les États-Unis ne puissent pas faire dans le détroit d'Ormuz, par exemple? Eh bien, je ne pense pas que les États-Unis puissent le faire dans le détroit d'Ormuz. Vraiment pas. Donc ce qu'ils recherchent, tout d'abord, ce que l'armée recherche, c'est le type d'aide que nous pensions obtenir grâce à l'interopérabilité avec les forces de l'OTAN. Et à titre d'exemple, nous n'avons pas de véritable flotte de dragueurs de mines. Nous avons quelques navires qu'on a appelés dragueurs de mines parce qu'ils appartenaient à la classe LCS. Vous savez, celle dont Lockheed a lancé le premier exemplaire un jour, celui qui s'est cassé en deux. Donc c'est une classe de navires vraiment médiocre, si vous voulez, aux yeux de la plupart des marins. Mais nous les avons convertis. Nous ne voulions pas admettre que nous avions dépensé des centaines de millions de dollars pour des navires qui ne fonctionnaient pas et n'avaient aucune utilité. Alors nous les avons transformés en dragueurs de mines, dans certains cas. C'est un vrai problème. Certains d'entre eux ont une coque métallique plutôt qu'une coque en plastique stratifiée, donc ils ne sont pas très efficaces comme dragueurs de mines. Ils détectent les mines, ils attirent même les mines s'ils ont une coque métallique. Tout cela pour dire que nous dépendons d'autres pays de l'OTAN qui, eux, possèdent des dragueurs de mines qui s'y entraînent en permanence et qui sont très compétents dans ce domaine. C'était censé faire partie de l'Alliance. Si nous entrions en guerre au titre de l'article 5, ils assureraient le dragage des mines.
Il en va de même pour d'autres domaines spécialisés. C'est ce que nous recherchons. Nous cherchons ces domaines de spécialité que les pays de l'OTAN possèdent en plus grand nombre que nous, en particulier le dragage des mines, pour venir dans le Golfe et nous aider. Et ils ne veulent pas le faire. Et je ne leur en veux pas du tout. Vu la manière dont Trump a traité l'Europe jusqu'à présent. Si j'étais un dirigeant européen, je repenserais à Trump et je dirais « Espèce d'enfoiré, veux-tu que je passe l'enregistrement que tu avais de ton vice-président ici, à la conférence sur la sécurité de Munich? Veux-tu que je passe l'enregistrement de Marco Rubio en train d'en parler? Veux-tu que je passe un enregistrement de toi en train de parler de nous? Parce que c'est toi qui as provoqué cette rupture. À l'origine, c'était principalement à propos de l'Ukraine. Mais il y a aussi d'autres sujets. Trump a tenu des propos scandaleux sur ce que l'OTAN pouvait apporter à la défense de l'Amérique, et ils ne les ont pas oubliés. Et ils ont de vraies raisons de ne pas être très coopératifs. Le dirigeant espagnol agit, je pense, pour des raisons morales et éthiques, et je l'en félicite. Il a du courage moral. Mais d'autres dirigeants le font parce qu'ils ont leurs propres problèmes. Ils ont de sérieux problèmes. Regardez ce qu'ils viennent de faire dans l'UPMOPERO. Ils ont adopté une loi à peu près au moment où l'opération militaire spéciale a commencé, il y a presque 5 ans, déclarant qu'ils n'achèteraient plus jamais de GNL arctique à la Russie. C'était vraiment une bonne affaire qu'ils avaient avec la Russie. Le gaz part sur des navires européens vers Bremerhaven, Le Havre ou un autre port, et ils gèrent tout avec leurs propres bateaux. La Russie ne fait que les remplir. La Russie reçoit l'argent, tout se passe bien, et les Européens ont du GNL à profusion. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent d'acheter tout le GNL arctique de la Russie, et il va maintenant être expédié vers l'Europe. Et qu'ont-ils répondu quand quelqu'un de la presse a demandé, je regardais, je ne me souviens plus quel dirigeant c'était, « Pourquoi avez-vous fait ça? Vous aviez dit que vous ne le feriez plus, vous punissez la Russie. » Eh bien, ça ne commence que le 27 janvier. Pense-t-on vraiment qu'ils vont arrêter le 27 janvier? Bien sûr que non. Ils ne le feront pas, parce qu'ils ont besoin de ce GNL. Nous n'allons pas en fournir assez pour qu'ils puissent se passer de la Russie. Et ils devront rouvrir les gazoducs vers Nima à un moment donné. Donc, la Russie n'est pas satisfaite de la manière dont les États-Unis mènent ce conflit en Iran. Pas content du tout. Bon, il faut que vous gériez la Russie. Vous devrez traiter avec eux à l'avenir. Sinon, vous serez, pardonnez-moi l'expression, complètement fichu sur le plan économique. Vous vacillez déjà à cause de ce que nous avons fait à Nord Stream. Ce que nous avons fait à Nord Stream, vous en subissez déjà les conséquences. L'Europe doit se ressaisir. Elle doit se remettre en ordre. Et l'une des choses qu'elle doit comprendre, c'est qu'elle ne peut pas faire confiance à Donald Trump. Pas plus que Poutine ne le peut. Pas plus que quiconque en Iran. Pas plus que quiconque dans le monde. Voilà la réalité des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Personne ne peut nous faire confiance.